Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire organisé par le département formation de l'Argus de l'assurance. Nous allons aujourd'hui parler de la réforme du courtage dans un timing parfait puisque la promulgation de la loi a été faite aujourd'hui même. Donc, merci d'être si nombreux. L'Argus de l'assurance formation, vous le savez sans doute, sont plus de 150 programmes de formation et 400 sessions de formation chaque année qui sont pour la plupart d'entre elles compatibles DDA. Donc Marie, si vous voulez bien juste nous passer la slide suivante, des formations en présentiel ou en Ouais, si ça veut bien distanciel. marcher, mais là, ça y est. Ça y est. Voilà, et sur des thématiques très variées. Et puis, bah, c'est surtout depuis 2 ans maintenant une plateforme, comme on peut le voir sur la slide d'après, 100% e-learning, la plateforme Visa DDA qui vous permet, en tant que courtier notamment, de remplir à votre rythme votre obligation de 15 heures de formation annuelle. Donc, nous sommes ce matin avec Marie Collin. Marie qui a un DEA en droit, qui a fait l'ESSEC, qui a une expérience de plus de 20 ans comme directrice juridique ou conformité dans le milieu de la banque assurance et qui est aujourd'hui donc à la fois professeure en université et présidente de EOL Business. Et donc, à ce titre, elle conseille un certain nombre d'entreprises et elle est formatrice pour un certain nombre de choses, dont l'Argus de l'assurance, avec qui elle collabore depuis maintenant de nombreuses années. Donc, je vais lui laisser la parole sur cette réforme du courtage, donc qui a été lancée en septembre 2018, qui aura mis plus de 2 ans pour aboutir. Donc le Sénat a adopté définitivement la proposition de loi portant sur cette réforme le 1er avril dernier. Et donc, comme je le disais en début de webinaire, promulgation de la loi ce matin. Donc Marie, je vous laisse la parole et je vous remercie. N'hésitez pas à utiliser le petit module questions que vous avez à droite de votre écran et je lui relayerai en fin d'intervention afin qu'elle puisse y répondre. Bon webinaire à tous, à tout à l'heure. Oui, alors bonjour à tous. Alors effectivement, comme l'a dit Laurence, que je remercie de cette présentation rapide et du texte et de ma personne, eh bien, nous sommes en plein dans l'actualité. On ne pouvait pas faire mieux puisque j'ai dû changer ce matin même le dernier slide puisque je pensais qu'on aurait pu peut-être aller vers un recours devant le Conseil constitutionnel. Donc, effectivement, la promulgation du texte va empêcher cette possibilité. Donc, vous voyez qu'on est vraiment en plein cœur de l'actualité et je reviendrai bien sûr sur ce pourquoi cet éventuel recours devant le Conseil constitutionnel à la fin, puisque c'était le fameux dernier slide. Alors, effectivement, ce texte qui est maintenant promulgué, hein, qui s'appelle donc, puisque j'ai imprimé le texte, la loi du 8 avril relative à la réforme du courtage, de l'assurance et du courtage en opération de banque, et donc l'aboutissement, j'allais dire, d'un certain nombre de débats hein, qui ont pu naître depuis quelques mois. Ces débats avaient comme point d'ancrage le fait, en tout cas, ça a été présenté de la sorte, j'allais dire, de donner une structure à des professionnels du monde du courtage. Donc, c'était ça, l'objectif, donner une structure avec l'objectif de protection de la clientèle. C'est-à-dire qu'au bout du bout, c'était il faut protéger les clients. Alors, ce point est important parce que qui aurait envie de ne pas protéger les clients, en tout cas pas nous, hein, qui sommes tous présents, j'allais dire, ou moi derrière cet écran, ou vous à me regarder et ensuite à participer. Je pense que cet objectif de protection de la clientèle, on l'a tous en tant que professionnels du monde de la banque ou du monde de l'assurance, puisque ces deux métiers sont impactés. Alors, différents constats avaient été faits par la Direction générale du Trésor. Alors, juste un point, c'est que la réforme à l'origine avait pour objectif s'attaquer au monde du courtage en assurance et j'allais dire que dans un deuxième temps, elle s'est élargie au monde du courtage bancaire. Et les premiers constats qu'on poussait à aller vers cette réforme, c'était
le constat, j'allais dire, d'abord d'une réglementation qui a tendance à s'accroître, on parle d'ailleurs souvent de millefeuille réglementaire, et que cet accroissement de cette réglementation avait comme conséquence, en tout cas, de créer une difficulté chez une certaine typologie de professionnels qui n'étaient pas aidés. Alors, on va appeler ça les petits courtiers, hein, pour faire simple. Le deuxième constat, c'était qu'il y avait des objectifs également organisationnels et structurels à mettre en place qui n'étaient pas faciles toujours pour ces petites structures. Objectifs qu'on trouve notamment dans la directive distribution en assurance, comme la gouvernance produit. On pourrait également parler du conseil dans le cadre d'une chaîne de distribution. Il y avait également tout ce qui est relatif à la LCBFT pour des petites structures. C'est des choses lourdes à mettre en place. Et également, toujours dans le cadre de Solvabilité 2, j'allais dire l'écosystème autour de l'assureur et du courtier et des champs de responsabilité. Et en fait, le constat, c'était que pour des petites structures, il y avait une nécessité de renforcer des équipes et que c'était souvent impossible à réaliser dans des structures de 3, de 4, 5 personnes où il n'y avait pas de responsable conformité, ni de possibilité, j'allais dire même, d'embaucher un responsable conformité. Alors, à cela s'ajoute un paysage, j'allais dire global, qui s'est complexifié, avec en plus des acteurs comme des courtiers grossistes, des nouveaux acteurs qui sont des acteurs du numérique, et puis des premiers incidents sur le marché, notamment lors de la commercialisation de contrats, j'allais dire, d'assurance construction. Et on connaît, j'allais dire tous, l'affaire SFS par exemple. Mais ce qui sera intéressant de constater par rapport à ce point en particulier, c'est qu'il s'agissait essentiellement d'acteurs en LPS, donc en libre prestation de services, et que la réforme, le fameux texte qui vient d'être promulgué, ne va pas totalement résoudre, en tout cas, le problème des acteurs en LPS. Alors, le constat également chiffré, c'est que on a beaucoup de TPE et que 90% des TPE n'ont pas la possibilité de renforcer leur équipe en interne et que donc du coup cette réforme elle avait pour objectif de répondre à des enjeux de supervision mais également des enjeux de distribution. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé de protection de la clientèle puisque tout ce qui était relatif à la commercialisation des produits a bien sûr un impact sur la protection de la clientèle. Alors, en préparant cette conférence, j'ai réécouté des débats de Lionel Corr, de la Direction générale du Trésor, et bien sûr de la députée Valéria Formutian. Et il est également question d'éviter, en tout cas, compte tenu de toutes ces difficultés ou de tous ces constats, je ne sais pas si ce sont des difficultés, mais tous ces constats, c'est d'éviter une sorte de concentration inévitable et nécessaire de petits acteurs vers de gros acteurs, qui seraient donc ce qu'on appellerait des gros courtiers, et de maintenir au niveau territorial une sorte de maillage nécessaire, et donc de maintenir ces petits courtiers. Et pour que ces petits courtiers puissent être maintenus, si je puis dire, pour qu'ils puissent continuer d'exister, eh bien, on va leur demander d'adhérer à une association qui, alors au départ, on verra que les choses ont évolué, hein, on va retirer à cette association tout ce qui pouvait être confusant comme le contrôle, puisque le contrôle va vraiment être dans le camp de la CPR, mais du coup, on va leur demander à ces associations d'avoir un rôle d'accompagnement. C'est le mot qui est utilisé, c'est on demande aux associations qui vont être créées d'accompagner ces petits acteurs pour, j'allais dire, pour être en conformité avec les textes en règle générale
et pour les aider à se structurer. Alors, comme l'a dit Laurence tout à l'heure, c'est le résultat d'un certain nombre de mois de concertation, puisque à l'origine, le texte avait été initié par la DGT en 2018. Le mot n'était pas réforme du courtage, mais autorégulation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce texte concerne uniquement les courtiers en assurance, mais il va être élargi aux courtiers en banque. Il va être stoppé net en 2019 par le Conseil constitutionnel au motif du cavalier législatif, mais la Direction générale du Trésor a déclaré vouloir poursuivre les travaux sur ce projet. Et donc, c'est après une proposition de loi qui va être déposée par la députée La République En Marche, Valéria Faure-Muchan, que ce texte va passer en procédure accélérée et va être adopté donc en deuxième lecture au Sénat le 1er avril. Et c'est vrai que tout mon support a été fait sur le texte avant promulgation, hein, puisqu'il a été promulgué hier. Alors, je vous ai d'ores et déjà indiqué, et ce qui est important quand même, pour qu'on comprenne quand même les difficultés que certains acteurs vont avoir, et notamment les associations qui vont devoir se créer, c'est que le texte a été adopté le 1er avril, en tout cas en deuxième lecture par le Sénat, et prévoit une mise en œuvre au 1er avril 2022. Donc, on a un an pour que tout se mette en place. Donc, c'est une sorte d'accélération du calendrier. J'allais dire, est-ce que la période est la période appropriée? On a quand même le droit de se poser ces questions en pleine période de Covid, etc. Est-ce que les acteurs qui sont concernés vont pouvoir aller aussi vite que ça pour être prêts au 1er avril? D'ailleurs, j'ai mis 20 000, donc il y a une petite faute de frappe. Non, c'est 2022, petite faute de frappe. Tout le monde l'aura rectifié. Alors, juste les apports du Sénat, puisque c'était la deuxième lecture, les apports du Sénat sur le texte, on en reparlera, mais je les ai quand même mis. C'est la possibilité pour toute association de notifier à l'autorité de contrôle prudentiel sa décision de refus d'adhésion, puisque on verra quelles sont les personnes concernées, mais on va dire tout courtier va devoir obtenir l'adhésion à une association, et donc cette association aura cette possibilité de notifier le refus d'adhésion à la CPR. Donc c'est ce qui ressort des apports du Sénat. Il s'agit, je le note, d'une possibilité d'alerter en amont dans le cas où un intermédiaire contreviendrait de manière particulièrement grave aux conditions d'adhésion. La possibilité également pour les associations de formuler des recommandations, donc ça aussi on en reparlera. Donc c'est une disposition qui va permettre de donner plus de consistance, si je puis dire, aux associations professionnelles, puisqu'elles vont pouvoir recommander. Alors est-ce que c'est au sens de la CPR, mais en tout cas de formuler par écrit des recommandations. Et puis alors là, c'est la cerise sur le gâteau, même si on est tous pour, encore une fois, la protection des consommateurs, mais dans un texte qui s'intitule Loi relative à la réforme du courtage, on va trouver un meilleur encadrement du démarchage téléphonique. Alors, est-ce que ça aussi, c'était le texte adapté? En tout état de cause, on n'a même plus à se poser la question, c'est mis dedans. Et donc, on commencera d'ailleurs par là. Donc, ce dispositif a été adopté au Sénat à l'initiative du gouvernement et il va donc permettre une meilleure protection des consommateurs. Un certain nombre d'abus avaient d'ores et déjà été constatés. On sait que les dernières sanctions prononcées par la CPR en 2018-2019 tournaient énormément autour du démarchage téléphonique sur des produits notamment d'assurance santé et obsèques. Et donc, eh bien là, la loi va donc permettre, si je puis dire, de l'encadrer définitivement. Alors, effectivement, je démarre par là, comme ça on pourra après se consacrer à la réforme du courtage en tant que telle. Juste pour rappel, sur le démarchage téléphonique, on avait déjà eu un avis du CCSF, du Comité consultatif du secteur financier, qui s'était prononcé
à travers donc cet avis, un avis suite à l'alerte des associations de consommateurs sur des pratiques, j'aime bien le terme, hein, considérées comme toxiques de certains professionnels. Et donc, le CCSF avait pris acte de ces constats et avait donc publié le 19 novembre 2019 un avis qui déterminait, si je puis dire, un processus de vente par téléphone. On était dans le cadre du démarchage, hein, donc c'est-à-dire d'appels, je l'ai mis en caractère très apparent, non sollicités par les consommateurs. On est bien sur c'était déjà le cas dans l'avis du CCSF. Et le CCSF avait proposé déjà une démarche de vente en 2 temps, hein, avec, dans un premier temps, j'allais dire l'intermédiaire qui appelait, qui faisait toutes ces présentations, ces obligations d'information précontractuelles conformément au texte, qui s'assurait que le client était d'accord pour poursuivre la conversation. Et en tout état de cause, il fallait attendre 24 heures déjà dans le processus proposé par le CCSF pour passer à la souscription. Hein. Donc, on avait cette fameuse vente en 2 temps. Alors, on aurait pu dire, certains le disent, ce n'est qu'un avis du CCSF, qu'est-ce que ça vaut dans la hiérarchie des normes, est-ce que ça s'applique, etc. Mais j'allais dire, ce texte avait quand même eu l'absolution de la CPR qui en faisait en quelque sorte une bonne pratique. Et c'est pour ça que j'ai rajouté sur ce slide que cet avis avait été donc plébiscité par la CPR le 26 novembre et que ça en faisait quelque part une recommandation au sens de la CPR. Bien. Le CCSF avait également décidé dans son avis de faire un point d'ordre de rendez-vous 1 an après. Le fera-t-il enfin 1 an après sa mise en application, sachant que sa mise en application avait une date d'effet au 1er juillet 2020. Donc 1er juillet 2021, y aura-t-il ou n'y aura-t-il pas cet état des lieux qui sera fait? Alors que dit le texte, puisque ce texte de loi maintenant vient renforcer, si je puis dire, le processus ou donner plus de poids au processus qui avait été mis en place par le CCSF. On va avoir donc la création d'un article, qui est l'article L112-2.2 dans le Code des assurances, qui va prévoir que tout distributeur qui contacte téléphoniquement un souscripteur doit satisfaire toujours d'abord à son obligation d'information précontractuelle, hein, ça c'est une obligation, mettre fin, comme c'était déjà le cas dans l'avis du CCSF, mettre fin à la conversation sans délai si le souscripteur n'est pas intéressé, s'abstenir de le recontacter à nouveau si c'est le cas, mais c'est-à-dire s'il dit je ne suis pas intéressé, on ne le recontacte pas dans les 15 jours, c'était déjà le cas dans l'avis du CCSF, maintien. Donc, c'est pour ça que je montre qu'on était vraiment dans une continuité, maintien de la souscription en 2 temps, avec ce fameux délai de 24 heures entre la réception de l'information précontractuelle et tout nouveau contact téléphonique. Donc, voilà. Alors, on peut dire qu'il y a quelques points de nouveauté qui sont importants. C'est donc le grand 2 de l'article L112-2.2, c'est que le souscripteur ne peut consentir à ce contrat donc obtenu par démarchage qu'en le signant, et que cette signature ne peut être que manuscrite ou électronique. Donc, ça veut dire qu'un accord oral ne vaut pas signature. D'accord ? Donc, ça, c'est un point important puisqu'il y avait eu un certain nombre, en tout cas, de sanctions qui avaient été prononcées où des personnes disaient oui, 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 sans trop savoir à quoi on répondait oui, et on considérait qu'il avait dit oui à la souscription et qu'il était d'accord. Donc là, en tout cas, en termes de signature, le champ est clair. Donc, à la suite de la signature, il y a d'autres obligations, c'est que le distributeur doit informer sans délai le souscripteur par écrit ou sur tout support durable de son engagement, des dates de conclusion et de la prise d'effet du contrat. Donc, on redonne une information post-contractuelle au souscripteur. Et l'autre point, alors qui
est quand même un point qui est un point d'attention, parce qu'on parlait tout à l'heure en introduction des petites structures. Et là, la question est de savoir est-ce que ça va être possible pour des petites structures. C'est l'obligation de conservation de l'intégralité des communications téléphoniques pendant 2 ans. Alors, cette obligation de conservation de l'intégralité des communications téléphoniques, elle est prescrite pour pouvoir permettre un contrôle, hein, c'est clairement dit de cette façon-là, contrôle par la CPR ou par la DGCCRF. Donc, il y aura cette nécessité de garder les communications téléphoniques. Donc voilà, le texte s'appelle la réforme du courtage, mais les premières pages concernent le démarchage. J'ai quand même rajouté qu'on explicite un peu plus, si je puis dire, mais pour moi c'était déjà clair, mais enfin ce qui est relevé du démarchage, puisqu'il n'y aura pas d'application de ce texte si le distributeur, excusez-moi, est lié au souscripteur par un contrat en cours, ce qui signifie que si j'ai déjà un contrat MRH chez un courtier ou un assureur et que celui-ci me sollicite sans m'avoir, sans que j'en sois volontaire pour une complémentaire santé, je suis liée à lui par un contrat en cours, donc ces règles ne s'appliquent pas. Hein. Donc là, il est reprécisé qu'il n'y a pas d'application du texte du démarchage si le distributeur est lié au souscripteur par un contrat en cours, ou si bien sûr le souscripteur a sollicité l'appel. Donc si effectivement je demande à être appelé par Internet, le distributeur qui me rappelle ne va pas être soumis, j'allais dire, à ces règles entre guillemets contraignantes, ou si j'ai moi-même consenti à être appelé. Voilà. Donc je pense qu'on va, sauf dans vos questions éventuelles, en arrêter là sur le démarchage qui a été donc revu à travers maintenant la loi du 8 avril 2021. Alors, je vais en arriver à la réforme du courtage en tant que telle et repartir de l'exposé des motifs antérieurs qui avaient été énoncés au moment de la proposition de loi hein, qui avait été déposée. Et donc, on avait un exposé des motifs. C'est toujours intéressant hein, de voir l'exposé des motifs avant d'en arriver à, j'allais dire, à la technique juridique de ce qu'on va devoir faire, qui reprend un peu les grands thèmes que j'ai énoncés en introduction, puisqu'on avait la notion de le groupe La République En Marche défend la protection des consommateurs, la responsabilisation des acteurs économiques. Ces dernières années, ce que je vous ai dit en introduction, les activités de courtage d'assurance se sont développées. Nous estimons que le rôle du législateur est d'accompagner, donc on revoit les termes hein, que j'ai développés tout à l'heure, de cet accompagnement nécessaire et d'accompagner ce développement en assurant la régulation effective du marché. En effet, et là, on ne parle plus des assureurs, mais aussi du monde bancaire. En effet, les intermédiaires en courtage d'assurance et en opération de banque et services de paiement exercent une activité dont les acteurs sont nombreux et diversifiés. Et donc, voilà comment on annonce la réforme nécessaire, j'allais dire, du courtage en assurance et en banque. Alors, une fois qu'on a dit ça, et on va rentrer un peu j'allais dire, dans ce que le texte va repréciser, on va bien sûr se poser la question du champ d'application, c'est-à-dire quelles sont les personnes qui vont être concernées, puisque le texte s'appelle réforme du courtage. Hein, donc on a cette vision de dire, bah oui, c'est les courtiers, c'est les courtiers. Donc, on sait très bien que les courtiers ne sont pas l'ensemble des intermédiaires. Donc, du coup, ça nécessite quand même de se repositionner sur mais qui est donc concerné. Donc, je vous ai remis que c'est bien l'ensemble de la profession des courtiers en assurance et en banque et leurs mandataires. Alors, c'est sur le mot mandataire qu'il va falloir être clair, hein, puisque ce n'est pas la catégorie mandataire, mais c'est bien les mandataires des courtiers. Et les mandataires des courtiers, eh ben, c'est en assurance des MIA et en banque des MIOB, SP, hein, des MIOB. Donc, on n'est pas sur les mandataires en tant que tels. Hein. Donc, on a donc les courtiers et leurs mandataires, donc MIA ou MIOB, SP, c'est ce que j'ai noté dans ce slide. Donc, pour ces personnes-là, on va avoir une adhésion obligatoire. Hein.
que ce soit donc les courtiers, personnes physiques ou personnes morales, et leurs mandataires, et également, donc ce que je vous ai mis aussi en caractère très gras, les courtiers et leurs mandataires MIO-BSP. Donc je vous ai mis également que c'est l'ensemble de ces personnes immatriculées à l'ORIA, soit dans le détail, on va trouver des courtiers de proximité, des courtiers grossistes, des courtiers gestionnaires de patrimoine, ou des comparateurs d'assurance. On peut trouver cette typologie de personnes, hein, concrètement dans les inscrits à l'ORIAS. Tout à l'heure, j'ai parlé du constat qui avait été fait par la Direction générale du Trésor en disant bah, oui, mais il y avait eu des problématiques en assurance construction, notamment avec des acteurs en LPS. Or là, on va s'apercevoir dans le texte, quand on va reprendre, hein, dans les slides suivants, je vais reprendre les articles, que eh bien, en fait, les intervenants en libre prestation de services ou en libre établissement, qui représentent environ, hein, on n'a jamais des chiffres totalement fermés, environ 7700 personnes en France, eh bien, eux n'auront pas d'obligation de s'inscrire à une association professionnelle. Leur adhésion sera facultative, tout simplement parce que la loi n'autorise pas, la loi nationale, à être plus contraignante que ce qu'exige la directive européenne. Donc, on a un problème avec les acteurs en LPS. Et puis, sont exclus du champ d'intervention les banques. Et même si elles exercent, puisque vous savez que les banques s'inscrivent à l'ORIAS dans une catégorie, et même si les dites banques exercent dans la catégorie de courtier ou de MIA, peu importe, les banques sont exclues du champ. Les agents généraux, ce qui peut également être un sujet de débat. Alors, on va dire, bah, peut-être pas pour des agents généraux 100% agents général, mais pour les agents généraux qui ont une activité de courtier à titre accessoire, eh bien, eux-mêmes sont exclus du champ. Or, on sait que, alors, en général, juste, je termine, ces agents sont inscrits à l'ORIAS sous un même numéro. Hein. Donc, ceux qui sont inscrits sous un même numéro sont exclus du champ. Par contre, ceux qui ont deux numéros, un numéro d'agent général, un numéro de courtier, devront s'inscrire au cadre de l'activité de courtage. Sont également exclus les mandataires. Et puis les mandataires d'assurance et les mandataires d'opérations de banque à titre exclusif ou non exclusif. Alors, je vous ai mis quand même les données chiffrées de l'ORIAS, puisque ça nous donne quand même un état des lieux du nombre d'intervenants, avec un nombre d'immatriculés à fin décembre 2020, donc en fin d'année, de 67 500 intermédiaires immatriculés, mais avec un total d'inscriptions qui est toujours plus important, hein, puisque vous voyez qu'en bas de la colonne, on a 113 000 inscriptions, tout simplement parce qu'une même personne peut être immatriculée dans plusieurs catégories. Alors, si on retire effectivement les agents généraux, les mandataires, enfin, vous voyez, si on fait par déduction les personnes qui restent, sachant que ça ne sera jamais avec une certitude totale. Pourquoi? Parce que combien y a-t-il de banques qui sont inscrites dans la catégorie de courtier? Vous voyez, ce n'est pas évident. Il faut retirer les banques qui sont inscrites dans la catégorie de courtier. Enfin, bon, ce petit travail-là, je vous ai mis à côté que le nombre de personnes, environ serait de 40 000 personnes qui seraient concernées. C'est un petit calcul que l'ORIAS a fait elle-même, hein, donc que j'ai repris avec la secrétaire générale de l'ORIAS. Voilà, ça nous donnerait environ, en nombre, ça sera peut-être 35 000 ou 42 000, hein, mais environ 40 000 personnes concernées par la réforme dont on est en train de parler. Alors, toujours dans le
préambule qu'on a vu tout à l'heure dans l'exposé des motifs de la PPL, on avait or le monde du courtage d'assurance et des IOBSP n'est historiquement pas aisé à contrôler. On avait quand même le mot contrôle dans cet exposé des motifs, hein. Et donc avec cette notion de, en effet, la CPR a pu relever un certain nombre de dysfonctionnements en matière de conformité réglementaire, notamment en matière de commercialisation de contrats complémentaires de santé ou de médiation. D'ailleurs, médiation dont je n'ai pas parlé dans les constats, c'est que la médiation est obligatoire et qu'un certain nombre de courtiers ne font pas référence à un médiateur. Toujours dans l'exposé des motifs, il était quand même fait référence à la LPS, hein, puisqu'il était noté par ailleurs les difficultés dues à certains acteurs en libre prestation de services ayant connu des difficultés financières ou des faillites et dont les contrats sont souvent distribués par des courtiers français, démontrent également un besoin de renforcer la vigilance et le contrôle des conditions de commercialisation des produits d'assurance, mais aussi un encadrement de l'activité de courtage en général. Donc, on voit ces nécessités exposées dans l'exposé des motifs. Et avec cette conclusion, toujours dans l'exposé des motifs, il nous paraît opportun d'aider les intermédiaires à s'organiser, à se préparer à moyen terme, à faire face aux nouveaux défis du monde des nouveaux modes de distribution numérique. Et donc, on va aller vers la création d'associations professionnelles. Associations professionnelles à adhésion obligatoire, donc ce point est important, hein, ce n'est pas au choix, hein, c'est bien à adhésion obligatoire. Associations professionnelles qui devront être agréées par la CPR. Hein. Et ces associations professionnelles exerceront en outre leur mission de vérification et d'accompagnement dans des conditions d'indépendance et d'impartialité, mais devront être contrôlées elles-mêmes par la CPR. Alors, maintenant, on va rentrer un peu dans le dur pour reprendre ce qui et les personnes, et j'allais dire, et les missions, hein, parce que sachant qu'on rentre dans le dur sans avoir mis un point final, hein, puisqu'on va attendre des décrets. Hein. Alors, on a un futur article L513-3 du Code des assurances qui précise aux fins de leur immatriculation au registre. Parce que j'aime bien travailler sur le texte, donc aux fins de leur immatriculation au registre, au RIAS, les courtiers d'assurance ou de réassurance et leurs mandataires, personnes physiques, non salariées, personnes morales, adhèrent à une association professionnelle agréée chargée du suivi de l'activité et de l'accompagnement de ses membres. Donc déjà, si on s'arrête là, on voit bien que l'adhésion à une association professionnelle sera un préalable nécessaire à l'immatriculation à l'ORIAS, puisqu'on a bien le « aux fins de leur immatriculation à l'ORIAS ». Donc, c'est bien pour pouvoir s'immatriculer à l'ORIAS, je dois d'abord m'enregistrer auprès adhérer en tout cas à une association professionnelle. D'accord ? Donc, c'est le libellé de l'article. Donc, adhère à une association professionnelle. Cette association professionnelle, elle est agréée, hein, et elle va donc être chargée du suivi de l'activité et de l'accompagnement de ses membres. Donc, on va voir, mais donc pour l'instant, on a des mots qui sont des mots qui sont forts et qui sont en même temps forts et vagues, parce que chargé du suivi de l'activité, de quelle activité ? De toute l'activité, d'une partie de l'activité, voilà. Hein, donc, il va falloir quand même travailler sur les termes. L'accompagnement, ça ne pose pas de problème, mais accompagner sur quelle thématique? Est-ce qu'on va préciser les thématiques d'accompagnement? Donc, on a aussi des sujets sur l'accompagnement. Toujours dans la suite de ce futur article 513-3, il est précisé cette association professionnelle représentative. Donc, on a également à se poser la question de la représentativité. Offre, alors j'aime beaucoup le terme offre, hein. Ce n'est pas met à la disposition, hein, c'est offre. Donc le mot offre, ça fait un peu penser à un cadeau. Donc si on offre, on pourrait imaginer, mais vous doutez bien que ça ne va pas être ça. Mais bon, je fais exprès d'essayer de vous titiller, mais offre, ça veut dire peut-être que c'est gratuit. Hein, quand je vous offre quelque chose, c'est gratuit. Hein. Donc cette association représentative offre à ses membres un service de médiation
vérifient les conditions d'accès et d'exercice de leur activité. Donc là, conditions d'accès et d'exercice, on se dit, tiens, est-ce qu'on n'est pas en train d'empiéter, c'est encore une question, hein, mais ça sera certainement résolu, mais sur le domaine de l'ORIAS, qui vérifiait lui-même les conditions d'exercice et d'activité, tout du moins des dirigeants, enfin en tout cas des représentants de la personne morale, ainsi que leur respect des exigences professionnelles et organisationnelles. C'est quoi le respect des exigences professionnelles? Est-ce que c'est uniquement la formation continue? Est-ce que ça vise autre chose, les règles de commercialisation, etc. Et organisationnelles. Et offre, on a encore une fois le verbe offrir, un service d'accompagnement et d'observation de l'activité et des pratiques professionnelles, notamment par la collecte de données statistiques. Donc, de quelle collecte s'agit-il? De quelles statistiques? Donc, on peut effectivement là s'interroger sur les questions qui vont être dans le champ d'intervention des futures associations professionnelles. Alors, comme là, je suis intervenante pour l'Argus, j'allais dire que je vais plutôt zoomer sur les aspects, entre guillemets, assurantiels, mais on a l'alter ego côté IOB, hein, côté intermédiaire en opération de banque, et c'est pour ça que je vous ai mis la même chose, hein, c'est pour que vous compreniez qu'en fait, on est sur une loi qui porte sur la réforme du courtage en assurance et en banque, hein, donc on a vraiment l'alter ego, et donc on a la même chose au fin de leur immatriculation, les intermédiaires en opération de banque et en service de paiement et leurs mandataires adhèrent à une association professionnelle agréée, chargée du suivi, etc. Donc, on a l'alter ego. Hein, je ne vais pas vous refaire la lecture intégrale de l'article. Donc, je vous ai mis des questions de mœurs. Les questions de mœurs, donc on a ce fameux au fin, donc l'adhésion à une association est obligatoire. Donc, comment cela va-t-il se passer? Puisque je vous rappelle que je vous ai dit tout à l'heure que la mise en place de la loi était effective au 1er avril 2022. Au 1er avril 2022, les intermédiaires qui s'inscrivent de façon régulière à l'ORIAS auront, en 2022, se seront déjà réinscrits à l'ORIAS, puisqu'on s'inscrit en début d'année. Donc, en janvier, février, quand on procède, ou même en décembre, janvier, février, ils seront inscrits à l'ORIAS pour l'année 2022 sans avoir adhéré à une association professionnelle, puisque je veux dire que les associations professionnelles, si je comprends bien le texte, c'est mise en place au 1er avril 2022. Donc, au début d'année 2022, il n'y aura pas encore d'association professionnelle. Donc, on a un petit truc là à gérer. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis, bon, bah, là, on a des questions. Comment est-ce que cela va se passer? A priori, on parle d'inscription en 2 temps. Hein. C'est-à-dire qu'à partir d'avril 2022, tous les nouveaux courtiers, alors là, j'embarque tout le monde, hein, les courtiers en assurance, les courtiers en opération de banque et leurs mandataires, hein, donc on l'a compris puisque je l'ai expliqué avant. Donc, à partir d'avril 2022, si je suis un nouveau qui veut m'inscrire pour la première fois à l'ORIAS, eh bien, dans ce cas-là, je devrais adhérer à une association et m'inscrire à l'ORIAS. Et ceux qui auront déjà, j'allais dire, renouvelé leur inscription en 2022, est-ce qu'ils vont adhérer en 2022? Est-ce que l'ORIAS va leur redemander en fin d'année leur adhésion? Est-ce qu'elle va le demander au 1er janvier 2023? Là, je ne sais pas. Hein, donc, on a des questions qui sont pour moi, pour l'instant en tout cas, non résolues. Le rôle exact des futures associations, je voulais remarquer, enfin, je voulais noter à nouveau, il est mentionné qu'elles doivent faire un suivi, un accompagnement, offrir un service de médiation, qu'elles doivent vérifier les conditions d'accès et le respect des exigences professionnelles et organisationnelles, sans trop de précision, même si on pense tous que derrière, il y a de la formation continue, mais ce n'est pas uniquement ça, hein, puisqu'il y a bien professionnel et organisationnel. Donc,
qu'est-ce que ça vise exactement, cette notion d'organisationnel. Et j'ai renoté le mot offrir, hein, offrir un service d'accompagnement et d'observation de l'activité des pratiques commerciales. Or, on a vu tout à l'heure qu'elles étaient amenées à faire des recommandations. Elles pouvaient être amenées à faire des recommandations, c'était les apports j'allais dire, du Sénat. Donc voilà, on a ces questions, hein, je les laisse volontairement comme ça à votre réflexion et je poursuis ma présentation. Alors, on a d'autres articles que je vous ai mis sur les missions des associations. On a un article qui précise que on va demander donc à adhérer à une association. Hein, donc, je vais demander cette adhésion et cette association va devoir me dire oui ou non à cette demande d'adhésion. Hein. Donc, je vais avoir une réponse qui devra m'être fournie par cette association. Et cette réponse doit être fournie dans un délai maximal de 2 mois à compter de la réception par l'association du dossier complet, hein, j'allais dire du demandeur, donc de l'intermédiaire qui demande donc à adhérer. Il est précisé que l'association peut refuser une adhésion et que dans le cas où elle refuse une adhésion, elle doit motiver sa décision. Alors bon, très bien. Imaginons qu'on soit dans ce cas-là. Enfin voilà, une personne demande à adhérer et il y a un refus de l'association d'adhérer. Eh bien, quel recours à la personne à qui l'association a opposé un refus? Eh bien, elle a un recours devant le tribunal judiciaire. Elle n'a pas un recours devant la CPR, elle a un recours devant le tribunal judiciaire. Donc, elle doit aller devant les tribunaux, j'allais dire classiquement, à la disposition des concitoyens. L'association a la possibilité, ce n'est pas une obligation, elle peut, hein, l'association peut notifier sa décision de refus à la CPR, ce n'est pas une obligation, et elle peut également notifier son refus d'adhésion aux autres associations professionnelles, puisqu'il y aura plusieurs associations professionnelles. Donc voilà, on a ces informations-là qui sont données dans le texte. On a également un futur article L513-5 qui précise que les associations professionnelles sont bien sûr agréées par l'autorité de contrôle, qui va vérifier leur représentativité. Alors là, pour moi aussi, ça va être un sujet. La compétence et l'honorabilité de leurs représentants légaux, ça me paraît quand même aller de soi, et de leurs administrateurs, l'impartialité de leur gouvernance, appréciée au regard de leur procédure écrite, ainsi que de leur aptitude à assurer l'exercice et la permanence de leur mission au travers de moyens humains, de moyens matériels, excusez-moi, et humains adaptés. Donc, ça veut dire que, bien entendu, la CPR va devoir agréer des associations. La première thématique, c'est la représentativité de la dite association, puisque la représentativité qui va donc être certainement un seuil qui va être défini, un pourcentage d'adhérents, qui va donc permettre, parce qu'on n'a pas encore parlé de ce qui fait mal au porte-monnaie, c'est-à-dire du montant de l'adhésion, qui va donc permettre, via des adhésions, à l'association de fonctionner et donc de lui permettre d'assurer le mieux possible ses missions, hein, qui sont à travers des moyens matériels et humains, puisqu'il faut quand même une informatique dédiée, etc. Donc, toujours dans notre article L513-5, mais le grand 2, il est reprécisé que ces associations établissent par écrit et font approuver par la CPR lors de leur agrément les règles, hein, donc elles ont des règles, et heureusement qu'elles s'engagent à mettre en œuvre pour l'exercice de leur mission, mais également les sanctions, hein, puisque quand il y a des règles, il y a des sanctions. Donc, toute association va avoir des règles et des sanctions qu'elles pourront mettre en œuvre, puisqu'elles pourront sanctionner leurs adhérents, hein, et éventuellement. Bien sûr que ce n'est pas l'objectif, mais éventuellement. J'ai remis, puisque c'est l'article L513-5, qu'elles peuvent formuler à l'intention de leurs membres des recommandations. Ça, c'est intéressant. Alors, je pense que c'est des recommandations sur les pratiques commerciales relatives à la fourniture de conseils, aux pratiques de vente et à la prévention des conflits d'intérêts. Et toujours cette obligation d'établir un rapport annuel sur leurs activités ainsi que sur celles de leurs membres sous une forme agrégée qu'elles adresseront à l'autorité de contrôle prudentiel.
Toujours dans les articles à venir, l'association peut mettre fin à une adhésion, hein, et tout retrait donc, est notifié à l'organisme qui tient le registre. Donc, ça veut dire que dès que une association va mettre fin, si je puis dire, à l'adhésion d'un intermédiaire, elle devra informer l'ORIAS. Hein, donc, du coup, ben, voilà, retrait, si je puis dire, également de l'agrément de l'ORIAS et donc de la possibilité de continuer d'exercer. Voilà. Alors, il est quand même précisé que l'association professionnelle n'est pas compétente pour sanctionner les manquements de ses membres qui relèvent du champ de compétences de l'autorité de contrôle prudentiel. Donc, on a juste sur l'application des règles, si je puis dire, propres à l'association. Son champ de compétences se limite à celui-là et elle ne se substitue en aucune façon, hein, au pouvoir de contrôle de la CPR. Alors, encore une fois, des questions demeurent, hein, que j'ai remis sur un slide. Les associations doivent être agréées par la CPR. Quelles sont les conditions d'agrément? On parle d'association représentative. Que signifie représentative? Quel seuil? Quel taux d'adhésion, etc. Y a-t-il un chiffre qui va être avancé? Elles doivent établir un rapport écrit. Quid du contenu du rapport, c'est-à-dire sur quelle thématique est-ce que ce rapport devra être fait? Et quelles sanctions pourraient-elles mettre en œuvre, bon, à part le retrait, hein, d'adhésion, voilà. Et quelles recommandations pourraient-elles faire, etc. Alors, je voulais juste préciser, mais je pense que les personnes qui sont inscrites le savent, mais bon, c'est toujours mieux de le dire, c'est que vous savez que des CIF, par exemple, les conseillers en investissement financier, sont eux-mêmes adhèrent à des associations, hein, donc à des associations professionnelles existantes. Néanmoins, je reprécise que le rôle de l'AMF et de l'autorité de contrôle prudentiel n'est pas le même. C'est-à-dire que l'AMF est une autorité administrative indépendante et qu'à ce titre, elle dispose d'une faculté de déléguer ses compétences aux associations professionnelles qui peuvent, donc les dites associations de CIF, les contrôler, alors que la CPR n'est pas une autorité administrative indépendante et ne dispose pas du pouvoir de déléguer son contrôle. Hein, et donc, c'est la raison pour laquelle, dans tous les débats qui ont pu avoir lieu depuis le début, le terme de contrôle a été un point, si je puis dire, d'achoppement, qui a fait qu'on a retiré du texte le mot contrôle pour y substituer le mot accompagnement. Alors l'adhésion, oui, parce que je parlais de l'endroit où ça fait mal, c'est qu'effectivement, chaque association professionnelle qui aura reçu l'agrément de la CPR va être libre de fixer le montant annuel de sa cotisation. Et alors, encore une fois, si on se base sur ce qui se passe côté CIF, on sait que les adhésions varient, hein, mais que bon, on est de l'ordre entre 300 et 500 euros, je ne sais pas, par an. Mais reste là quand même une question importante, quid des multi-adhésions? Et vous n'êtes pas sans savoir qu'on peut être conseiller en investissement financier, en tout cas proposer des produits financiers à un client, mais être amené à lui proposer des produits d'assurance vie, par exemple. Donc, on est inscrit comme courtier en assurance, donc on est IAS, CIF. Et pourquoi pas, parfois, on est aussi IOB, on lui propose également un crédit. Donc, et donc, on est peut-être courtier en crédit. Donc, si on est CIF plus IAS, enfin courtier en assurance plus courtier en opération de banque, pour le coup, là, je ne sais pas si ça sera une cotisation unique élargie, si on va avoir plusieurs cotisations. Alors, vous imaginez 3 fois 300, enfin, je ne sais pas. Donc, là, les choses commencent à un petit peu, et j'ai aucune information. Hein, je dis un peu les questions qui peuvent se poser, en tout cas pour demain. Donc, il va falloir les résoudre, sachant que, on le reverra en conclusion, du coup,
il y a des personnes qui ne sont pas dans le champ, donc qui ne vont rien payer, si ce n'est l'adhésion, le renouvellement d'adhésion à l'ORIAS à 25 €, puis d'autres qui vont avoir des sommes plus importantes à sortir de leur poche. Alors, quelles associations, ça aussi, alors, quelles associations, j'ai entendu parler de 8 associations, mais je n'ai pas trouvé la 8e, donc ne m'en voulez pas. Je sais que les 4 associations existantes, qui existent donc pour les CIF, sont déjà partantes pour élargir leur mission aux intermédiaires en assurance et en opération de banque. Donc, je vous ai mis les noms, hein, la COFI, CNCGP, la Compagnie des CGPI, et la Chambre nationale des conseillers en experts financiers, devraient se positionner Planète CSCA, APIC et AFIB, mais j'ai dit peut-être d'autres. Hein, donc voilà, on a à peu près dans une tendance. Moi, dans tous les débats, j'ai entendu parler du 8, je n'ai pas trouvé la 8e. Voilà. Quel calendrier, hein, puisque je veux quand même que je vous laisse le temps de poser des questions. Alors, en tout cas, le calendrier réglementaire, c'est-à-dire qu'à la suite d'une loi, il y a des décrets d'application. Les travaux réglementaires n'ont pas commencé. Mais, encore une fois, il va falloir que ça s'accélère et donner d'ailleurs un très fort coup d'accélérateur pour une mise en œuvre dans un an. Ça me paraît quand même nécessaire, vu qu'un certain nombre de questions restent en tout cas posées. Donc, on pourrait imaginer un début des travaux réglementaires bientôt, si je puis dire, peut-être en début de printemps, une fin de calendrier, fin de printemps, début été, pendant l'été, un agrément des associations à venir, et puis début d'automne, la mise en place des nouvelles structures. Alors, donc voilà, mais encore une fois, tout est avec, vous voyez que tout mon slide ne sont que des points d'interrogation parce que rien n'a été encore initié, hein, puisque j'ai eu des informations encore hier, il n'y a pas le début d'une date de rendez-vous, en tout cas à la Direction générale du Trésor aujourd'hui. Alors, quel consensus? Alors, c'est compliqué le consensus, hein. Il y a eu de nombreux débats sur ce texte. Jusqu'à hier, je pensais qu'il y avait peut-être encore une possibilité d'aller devant le Conseil constitutionnel, parce que certains acteurs, hein, ce n'est pas ma position, hein, moi je ne suis pas concernée en direct, hein, mais certains acteurs ne sont pas du tout satisfaits du texte qui est sorti. Donc, en tout cas, je vous ai noté qu'un certain nombre de questions restent en suspens et peuvent laisser le doute sur le fait que ce soit un texte qui soit véritablement protecteur des consommateurs. Donc ça, c'est un premier point. On peut noter, mais sans faire de l'ombre à personne, qu'il y a quand même un certain nombre de distorsions concurrentielles qui existent et qui sont maintenues. D'abord, une distorsion entre les opérateurs nationaux, hein, qui vont être en plein dans le champ d'intervention, et puis ceux qui exercent en liberté d'établissement ou en libre prestation de services, hein, puisque eux n'auront qu'une faculté d'adhésion, hein, alors que c'est eux qui, entre guillemets, qui avaient plutôt mal vendu, si je puis dire, nos fameux contrats construction. On a quand même encore une distorsion de concurrence entre les agents généraux, hein, qui sont exclus du dispositif. Alors, j'entends, hein, au motif qu'ils seraient couverts par la compagnie mandante, mais on oublie quand même que 60% d'entre eux font du courtage à titre accessoire, et là, la compagnie mandante, elle ne vient pas se substituer, si je puis dire, ou couvrir leur manquement au titre du courtage accessoire. Donc, il y a quand même un sujet qui a été évacué assez rapidement concernant les agents généraux. Donc, ça peut quand même faire l'objet d'un débat. Enfin, ça ne fait plus l'objet d'un débat, mais on peut quand même noter cette distorsion de concurrence. J'ai quand même noté qu'on ne comprend pas trop pourquoi on traite la partie démarchage téléphonique à l'intérieur du texte, puisque le texte s'appelle la réforme du courtage.
Or, le démarchage téléphonique concerne aussi les acteurs de l'assurance qui ne sont pas des courtiers, hein, c'est-à-dire des assureurs ou des mutuelles qui démarchent directement. Alors, je vous ai marqué qu'il avait été question d'une saisine, hein, parce que, en tout cas, ça a fait l'objet d'un débat. Certains voulaient saisir le Conseil constitutionnel via l'article 61 de la Constitution, c'est-à-dire en trouvant 60 députés ou 60 sénateurs, mais il fallait que ça soit fait entre le vote de la loi et sa promulgation. Comme la loi a été promulguée, c'est fini. Il pourrait y avoir une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, qui pourrait également intervenir a posteriori, mais alors bon, encore une fois, il faut éprouver un intérêt à agir par ce biais devant le Conseil constitutionnel. Bon, est-ce que c'est vraiment l'option vers laquelle se tournent certains acteurs? Je pense que non aujourd'hui. Je pense que, j'allais dire, les jeux sont faits. Il n'en reste pas moins qu'on peut quand même se poser la question, et je vous laisserai ensuite me poser les questions, mais la loi est-elle réellement conforme aux ambitions qu'elle avait eues? Et je pense qu'on pourrait terminer cet exposé sur cette question. La loi est-elle conforme à ses ambitions? Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Marie, pour cet exposé qui effectivement a dû être modifié au dernier moment compte tenu du contexte. Donc, merci vraiment pour votre réactivité. J'ai beaucoup de commentaires sur la qualité de votre intervention, donc ça, c'est super. J'ai aussi quelques questions effectivement et des contributions par rapport à un certain nombre de questions que vous avez évoquées. Alors, j'ai une première question qui a été posée en tout début de webinaire, donc peut-être que dans l'intervalle, vous y avez répondu, mais je préfère quand même vous la soumettre. Les intermédiaires pratiquants en régime LPS ne sont pas dans le scope, mais quid des intermédiaires pratiquants en régime d'établissement? Pareil, en Pareil? liberté d'établissement. Je les ai mis ensemble, hein. D'accord, LE, oui. ok. Ils ont la possibilité d'adhérer. Voilà. D'accord. Il y a effectivement aussi sur des questions par Possibilité étant rapport au… différent de l'obligation, hein, voilà. Ils ont la Oui, possibilité d'adhérer. Alors, c'est vrai que Valéria Formiton dit, de toute façon, comme ils ont cette possibilité, ils ont intérêt à le faire, comme ça montrera aux consommateurs qu'ils se conduisent selon les règles, etc., propres, enfin voilà. Néanmoins, enfin, je vais dire, de mon expérience, le consommateur, déjà, il a du mal à savoir ce que c'est que l'ORIAS, et d'aller lui-même contrôler que l'intermédiaire par lequel il passe, il est inscrit à l'ORIAS. Donc, j'ai le plus grand mal à imaginer que le consommateur va aller vérifier s'il adhère bien à une association. Enfin, j'allais dire, tout ce qui nous semble basique dans notre petit monde de l'intermédiation en banque et en assurance l'est toujours pas pour, j'allais dire, un consommateur lambda, hein. Donc, voilà. oui, c'est sûr. Alors, on a une autre question, remarque. Cette personne nous dit, il me semblait que dans le cadre de la réforme du courtage, il avait été évoqué le fait que le courtier en assurance soit tenu légalement au secret professionnel. Exact. Qu'en est-il? Alors c'est l'association qui est tenue au secret. Mhm. L'association qui est tenue au secret. C'est vrai que je suis pas intervenue là-dessus. C'est pas le courtier qui est tenu au secret, hein, c'est l'association qui est tenue au secret. Secret enfin, j'allais dire sur les informations qu'il a, mais qui n'est pas. Alors attendez, je vais reprendre ce que j'ai dans le texte. Dans le texte, donc. On a un article L519-15, parce que je ne voulais pas que ce soit trop juridique, hein, qui précise les représentants légaux, les administrateurs ainsi que les personnels et préposés des associations sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions. Voilà. Et ce secret ne peut être opposé ni à l'organisme qui tient le registre, ni à l'autorité de contrôle prudentiel. Voilà. Mhm. D'accord.
Il y a aussi pas mal de réactions par rapport à un certain nombre de contradictions, voire de distorsions que vous avez pu évoquer, heu, autour de la possibilité pour ces associations de formuler finalement des recommandations à destination de leurs membres et en fait l'absence, de pouvoir de contrôle, pour assurer leur respect. Oui, Alors bah, la ça va question est rester des peut-être recommandations. Oui, c'est ça, bah, ça va rester mmh, des recommandations. Alors peut-être que, c'est pour ça que je dis, il y a beaucoup de points d'interrogation. Peut-être que si les recommandations ne sont pas suivies, eh bien, on retirera le titre de membre. Enfin, vous voyez, en fait, je ne sais pas. Je ouais, ne ouais. peux pas répondre, hein. Moi, pour l'instant, je n'en sais pas plus. Mais en tout cas, c'est pour ça que j'ai voulu partir du texte pour que, en fait, les personnes qui écoutent bah, voient bien que c'est aujourd'hui prévu dans la loi, hein, puisque c'est des Mmh. L, voilà, c'est que des articles de loi, et qu'on a vraiment besoin d'avoir le décret d'application pour mieux comprendre le champ d'intervention, parce Ouais, que, bien sûr. Mmh. encore une fois, même sur ce qui peut paraître évident, mais qui ne l'est pas, c'est sur la vérification de la capacité, enfin du droit d'exercice. Pour moi, c'est évident que l'ORIAS a son rôle à jouer et que, en fait, on ne parle pas des représentants de la personne morale, mais qu'on parle là de la vérification des conditions d'exercice des salariés des courtiers, par exemple. Vous voyez, on est sur les salariés des courtiers. Néanmoins, il n'est pas dit dans le texte que ça sera la vérification des salariés. Donc, je veux dire, est-ce que ça sera le décret qui le précisera? Enfin, voilà, je m'en tiens au texte pour l'instant. Donc, Ouais, ouais, bien sûr. il y a des zones d'ombre. Et alors on avait, avec nous, une personne, de l'AFIB, donc qui est Oui, l'Association française des intermédiaires en banque assurance, qui a souhaité apporter des précisions par rapport à certaines interrogations que vous avez pu évoquer. Déjà, tout intermédiaire en fait devra adhérer à une association effectivement au plus tard le 1er avril et ils seront en infraction s'ils ne le font pas, pardon. Mais il souligne que vous aviez raison, l'ORIAS ne contrôlera qu'en début 2023, ce qui n'empêchera pas la CPR ou les DDPP de se contrôler à partir d'avril 2022. Donc voilà, d'accord. petite précision apportée à ce Ok. niveau-là. Et puis lorsque vous parliez de tous les aspects cotisation, en disant Oui, est-ce que en fonction, voilà, est-ce qu'il y aura plusieurs cotisations, etc. Cette personne nous précisait effectivement qu'il y avait une adhésion par numéro de SIRET. d'accord. Ah, Voilà oui, pour bah, les oui. précisions. Alors oui, que la discrimination dont je parlais à la fin dans mon dernier slide, en parlant bon, de discrimination concurrentielle par rapport au statut qu'on avait, soit courtier, soit agent, soit en libre prestation, etc., c'est encore une autre discrimination, c'est la discrimination, excusez-moi, mais au portefeuille, parce que quelque part, le montant, bon, donc, dont on ne connaît pas le montant, mais qui sera quand même un montant d'adhésion, si on est par numéro de SIRET, on va avoir peut-être 2 ou 3 montants d'adhésion à une association à régler, ce qui est complètement discriminant par rapport à d'autres acteurs qui n'ont pas besoin d'adhérer. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des sujets de distorsion concurrentielle. Ouais, mais ce Surtout qui veut qu'on dire parlait de, surtout qu'à l'origine, on parle des petits. Hein. C'est-à-dire ouais, que la DGT et la députée La République En Marche, là, Valéria Formution, disent mais c'est pour aider les petits. Oui, mais pour aider les petits, on va les faire d'abord cotiser. Alors, c'est il y aura ça. une aide, etc., mais on va quand même les faire cotiser. Donc c'est adhésion pour tous au 1er avril 2022. Là, il n'y a pas photo et sinon, ils sont en infraction. Exactement. Ouais. Et puis, bah, toujours, sur les régimes LPS ou les régimes d'établissement, par rapport au démarchage téléphonique, Oui, les distributeurs agissant sous oui. ces 2 régimes sont-ils dans le scope, en fait, de la loi? Ben là, c'est pas en tout cas dans les articles qui en traitent, pour moi oui, mais des courtiers, un mandataire. Excusez-moi, hein, je ne cherche pas à vous piéger. Non, 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 mais j'allais dire, j'ai pas vu qu'ils étaient en dehors, donc pour moi, ça voudrait dire qu'ils sont dedans. Mmh. Mais bon, peut-être que je fais une erreur d'analyse, hein, mais pour moi, ils sont dedans. Mais, OK. bon.
Eh ben, écoutez, on en arrive à la fin de cette intervention. Encore une fois, merci infiniment. Merci à tous ceux qui étaient parmi nous d'avoir suivi ce webinaire. Merci pour vos questions également. Et puis, nous nous retrouvons très prochainement, sans doute pour discuter plus en profondeur et avec plus de détails, comme vous dites, une fois que les décrets seront publiés sur ce sujet, pour en débattre à nouveau. Merci Merci Laurence. beaucoup. Alors, merci d'être dans l'actualité à ce point. Bah écoutez, hein, ça tombait bien, hein, on l'a pas fait exprès, mais effectivement, ça ne pouvait pas mieux tomber. Un Bonne très journée bon à tous. appétit En tout cas. à Au tous, revoir. bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.